Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une, dans l'actualité. À la une, dans l'actualité nationale, la Somalie et la Somaliland s'accordent pour la poursuite des pourparlers. Toujours dans l'actualité nationale, distribution de la deuxième tranche de parrainage des orphelins au Diwan Al-Zaka qui s'est tenue au Palais du Peuple. Et enfin, en Zambie, le gouvernement renforce la lutte contre la choléra. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le disais, les pourparlers entre la Somalie et la Somaliland est sur la bonne voie avec un premier communiqué signé par les deux parties en présence du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, le président de la République fédérale de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, et le président de la République de la Somalie sont arrivés hier à Djibouti avec une première rencontre avec le président de la République de Djibouti, M. Ismaël Omar Guelleh, suivi des discussions entre les deux parties depuis hier et aujourd'hui. Une avancée de taille est sortie des discussions avec un premier communiqué signé par les deux parties pour maintenir et renforcer les discussions avec des délais pour l'avancement du processus. Ce communiqué de conférence de Djibouti sur le pourparler entre le gouvernement fédéral de la Somalie et le gouvernement du Somaliland, c'est à savoir le ministre de l'Intérieur de la Somalie et le ministre de l'Intérieur de la Somaliland qui ont signé l'accélération du processus de dialogue entre la République fédérale de la Somalie et la République de la Somaliland. Une réunion qui s'est tenue du 28 au 29 décembre, les délégations dirigées par le président de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, et le président du Somaliland, Moussa Bihi Abdi, en présence du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Après des longues discussions et débats intenses, les deux parties sont parvenus au point suivant: relancer le processus de pourparlers entre les parties en se concentrant sur les questions du destin pour parvenir à une solution durable, que les deux parties, dans un délai de 30 jours, élaborent un processus de feuille de route pour discuter des questions fatidiques et notamment des comités techniques pour faciliter ces questions. Troisième point, que les deux parties mettent en œuvre conjointement des accords conclus lors des négociations entre les deux parties à Ankara en 2012, à Londres en juin 2012, à Istanbul et juillet 2013, Istanbul aussi à janvier 2014, Djibouti décembre 2014, Istanbul, Ankara et Djibouti en 2020, qui est la reconnaissance du gouvernement fédéral somalien pour les meurtres, les atrocités et les destructions causées par le gouvernement militaire du Somaliland devrait être renforcée. Que les deux parties coopèrent pleinement dans le domaine de la sécurité, luttant contre le crime organisé, en communiquant pleinement avec les agences responsables. Apporter la paix et la stabilité dans les lieux et régions où il y a des conflits, en même temps y mettre un terme grâce à nos cultures somaliennes traditionnelles. Septième point est que les deux parties s'abstiennent de parler, d'écrire de tout ce qui pourrait nuire à l'atmosphère des pourparlers en cours. Les deux délégations conduites par les deux présidents, à savoir le président du Somaliland et le président de l'État fédéral de la Somalie, sont profondément reconnaissants au président de la République de Djibouti, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, au gouvernement et au peuple djiboutien pour avoir invité, accueilli cette réunion des deux côtés. Il exhorte les présidents à continuer dans cette même voie. Autre actualité dans ce 22 heures, je vous le disais dans le titre, le Diwan Al-Zaka a organisé hier dans la grande salle du Palais du Peuple une importante cérémonie dédiée à la distribution de la deuxième tranche de parrainage d'orphelins ou Kafala pour l'année 2023 dans le cadre des programmes de soutien social. Eh bien, cet événement qui s'est tenu sous le haut patronage du ministre des Affaires musulmanes et des Biens Waqf, Momin Hassan Barre, en présence du directeur général du Diwan Al-Zaka, M. Suleiman Hussein Moussa, des représentants des grands parrains, des particuliers et des institutions, ainsi que des hauts responsables du ministère, des représentants des orphelins bénéficiant de ces gestes aimables. Le nombre total des bénéficiaires de cette deuxième tranche de parrainage d'orphelins pour l'année 2023 était de 1160 orphelins. Eh bien, chaque orphelin a dû recevoir un montant de 15 000 francs Djibouti. Cette initiative intervient à la suite de la distribution des cotisations aux orphelins parrainés par le Diwan Al-Zaka dans les 5 régions de l'intérieur, qui s'élevait à plus de 350 orphelins. Il a noté que le programme de parrainage d'orphelins a été lancé pour la première fois en 2007 à l'initiative du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh,
parallèlement à la célébration de l'anniversaire du prophète afin d'améliorer les conditions de vie de ces segments les plus vulnérables. Il convient également de rappeler que le parrainage d'un orphelin est l'une des choses préconisées par la charia et en faire l'un des médicaments qui traitent la maladie psychologique humaine et à la société devient claire dans son image fraternelle qui a été approuvée par la religion islamique. Ainsi, le représentant de Salam Africa Bank, Hussein Suleiman Hassan Ismail, a prononcé un discours dans lequel il a évoqué l'importance du parrainage d'orphelins, saluant par la même occasion les efforts concertés et déployés par le Diwan Al-Zaka pour améliorer les conditions de vie des familles des orphelins les plus vulnérables. Dans son discours, le directeur général du Diwan Al-Zaka, M. Suleiman Hussein Moussa, a remercié à ses remerciements, à son appréciation au président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, pour le lancement du programme de parrainage d'orphelins en 2007. Il a également remercié le ministre des Affaires musulmanes pour son soutien indéfectible au programme de parrainage d'orphelins. Il a souligné que le projet de parrainage d'orphelins est un projet de charité sociale, en solidarité avec le segment les plus faibles de la société en référence aux orphelins, soulignant que la religion islamique a accordé une importance particulière au parrainage des orphelins. Plus loin, M. Suleiman Moussa a évoqué les avantages du projet, dont le renforcement des liens d'amour et de fraternité dans la société, expliquant que le projet de parrainage d'orphelins témoigne d'une disparité entre l'offre et la demande et qu'il nécessite les efforts concertés de tous, appelant les individus et les institutions à rejoindre le convoi des sponsors. De son côté, le ministre des Affaires musulmanes a indiqué « J'ai le grand plaisir de vous accueillir tous à cette cérémonie bénie où nous nous réunissons aujourd'hui pour remettre la deuxième tranche de parrainage d'orphelins pour l'année 2023 », a-t-il indiqué le ministre. C'est l'occasion de souligner notre engagement continu à soutenir cette catégorie importante dans notre société, à savoir les orphelins. Prendre soin des orphelins et les soutenir n'est pas seulement un acte humanitaire noble. Il demande aussi par notre religion sincère, mais aussi l'incarnation de l'esprit, de la compassion et de la solidarité de notre société. En effet, ce que nous réalisons aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des politiques sociales définies par son Excellence, le Président de la République, M. Ismaël Merguele, qui a grandement contribué à renforcer le rôle des institutions sociales, des filets de sécurité sociale et des associations civiles, a-t-il déclaré le ministre. Ces mécanismes sont un tremplin pour atteindre nos objectifs et promouvoir nos nobles valeurs. Par conséquent, nous invitons tous ceux qui ont la capacité de contribuer à ce programme caritatif à prendre l'initiative d'apporter un soutien qui renforce l'esprit de la solidarité dans notre société djiboutienne. D'autre part, nous espérons augmenter le nombre d'orphelins parrainés en renforçant la participation des bénévoles, des philanthropes. Notre objectif ultime est de devenir Diwan Al-Zaka, une institution en premier plan dans la fourniture d'excellence. Et enfin, nous sommes également impatients, a-t-il déclaré le ministre, de développer le programme de parrainage dans tous les domaines et nous invitons ceux qui sont en mesure de soutenir, a-t-il indiqué le ministre. On reste toujours dans le domaine social, mais cette fois-ci, direction le Nord, où dans le cadre de programmes d'assistance sociale visant à améliorer les conditions de vie des orphelins, le Diwan Al-Zaka a procédé à mardi dernier à la distribution aussi de la deuxième tranche de parrainage d'orphelins ou Kafala pour l'année 2023 aux 74 orphelins issus de la région de Tadjoura. L'opération de distribution de cette aide financière s'est déroulée et s'est tenue sous la supervision du préfet de Tadjoura, Mohamed Abbas, et des hauts responsables du Diwan Al-Zaka. L'événement qui a vu la participation des familles orphelins et les membres du comité local coopérant avec le Diwan afin de définir les bénéficiaires du parrainage ou Kafala. Retour à Djibouti et dans le domaine santé, cette fois-ci, après la formation des formateurs sur la santé mentale, le ministère de la Santé a lancé des formations en cascade pour toutes les équipes médicales, c'est-à-dire les médecins de Djibouti, ville et des régions de l'intérieur, les techniciens en psychiatrie, ainsi que les médecins exerçant dans le parapublic. C'est dans ce cadre que le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Ali Mohamed, accompagné des représentants adjoints de l'OMS, Farhat Hassan Farah, ont présidé la clôture de l'atelier de formation dans le domaine de la santé mentale du 23 au 27 décembre dernier. Cet atelier consistait à former les médecins-chefs des structures sanitaires, à savoir les différents polycliniques, les 5 régions de l'intérieur, les techniciens supérieurs des psychiatries. La formation a été enrichissante et bénéfique pour les participants. Cela a permis d'une part une mise à niveau et d'autre part à acquérir de nouvelles compétences.
Cet atelier a été animé par Dr Audrey, consultant de l'OMS, spécialiste en pédopsychiatrie, en présence des coordinateurs du programme de santé mentale à Djibouti. Était présent à la cérémonie des formations la directrice générale de l'offre des soins, Mme Zahra Moussa, le directeur général de l'administration et de la formation continue et du finance, M. Barre Mohamed, l'inspecteur général des services de santé, Dr Abdillahi Youssouf, le directeur de la promotion de la santé, Abdillahi Samad Aye, le conseiller technique chargé de la santé mentale, Mahmoud Daoud Dabr. Eh bien, dans son intervention, le représentant adjoint de l'OMS a remercié le ministère de la Santé pour l'organisation de ces formations qui a pour objectif, a-t-il dit, de combler les lacunes dans le domaine de la santé mentale. Écoutons-le. Au cours de ces sessions, nous avons exploré les aspects fondamentaux de la santé mentale, cherchant à renforcer nos compétences pour mieux comprendre, soutenir et traiter les troubles mentaux. En effet, cette formation de 5 jours, co-dirigée par Dr Audrey McMahon et Dr Hassan Abdi Moumed, qui fait partie des formateurs djiboutiens, formés la semaine dernière, vise à développer la capacité du personnel des soins de santé primaire, incluant les médecins généralistes, les techniciens supérieurs, les psychologues, à pouvoir diagnostiquer, prendre en charge et connaître le système de référencement des troubles mentaux courants et prioritaires, y compris les troubles liés à l'alcool et à la toxicomanie, à l'aide du guide MHGAP. Monsieur le secrétaire général, cette formation a renforcé les compétences de 12 médecins généralistes issus de 5 régions de l'intérieur et de 6 polycliniques de la capitale, un médecin de la CNSS et 6 techniciens supérieurs qui sont aussi des infirmières en fait en psychiatrie. Chers praticiennes et praticiens, chacun de vous a apporté une contribution unique à cet échange d'idées et d'expériences. Ensemble, nous avons jeté les bases d'une communauté engagée dans la promotion du bien-être mental. Puissiez-vous appliquer les connaissances acquises dans vos pratiques quotidiennes et inspirer positivement ce que vous rencontrez. De son côté, le secrétaire général a félicité les participants ainsi que les formateurs et a souligné que cette formation vient à un point nommé pour combler les lacunes dans le domaine de la santé mentale. Écoutons-le. Donc nous sommes une grande famille, on va toujours rester ensemble. Nous allons de plus en plus faire appel à vous pour être ensemble et améliorer globalement la santé de la population djiboutienne. Ça va aussi améliorer l'accessibilité, augmenter l'accessibilité jusque dans les régions de l'intérieur parce que la santé mentale était limitée au service de la psychiatrie de Pelletier à l'époque. Aujourd'hui, on voit des techniciens dans le domaine, des médecins, des psychologues qui interviennent dans plusieurs domaines. J'ai noté quelque chose, c'est la prise en charge de la santé mentale, ce n'est pas le traitement, mais c'est la communication. C'est l'écoute, c'est prêter attention à ces personnes qui ont des problèmes de santé, qui sont vulnérables, et ça c'est très important. Donc à vous maintenant d'assurer une meilleure prise en charge à ces personnes-là. La santé mentale aura la place qui lui revient maintenant que vous êtes formés, et nous allons faire tout le possible pour vous accompagner. Eh bien, écoutons ces quelques réactions recueillies lors de la clôture de l'atelier de formation dans le domaine de la santé mentale. Donc, une formation qui vient de remplir un gap, un vide, surtout pour le personnel médical. Donc, vu que le sujet tourne autour d'une catégorie des patients qui sont très fréquents, surtout nous qui travaillons dans le domaine humanitaire, donc un profil des patients à qui on a affaire chaque jour de manière quotidienne, dont le fait d'avoir ces compétences était vraiment très important pour pouvoir offrir un meilleur soin et contribuer à la prise en charge de manière globale. Je pense aussi que cette formation a contribué à consolider nos connaissances déjà et également à les mettre à jour et également de combler les lacunes que nous avons.
J'aimerais ajouter aussi que ça nous a permis de prendre vraiment conscience de la part importante sur l'intervention psychosociale dans la prise en charge des troubles MNS parce que, il faut le dire, je dois l'avouer que nous sommes plus concentrés sur la prescription plutôt que sur la communication et l'information du patient. On avait vraiment besoin de cette formation. Ça nous a aidé à nous rappeler, à consolider nos connaissances et surtout à réorganiser nos idées pour ce qui est de la prise en charge des malades mentaux qui sont, faut se l'avouer à Djibouti, qui sont un peu mis de côté, qui sont un peu ignorés, que ce soit par les soignants ou par les autres malades. Donc j'espère qu'on sera plus apte à les prendre en charge actuellement, chacun au niveau de sa consultation, chacun à son niveau. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le lancement de la campagne de sensibilisation sur le planning familial organisée par le ministère de la Femme et de la Famille en collaboration avec le FINIAP et l'appui financier de l'Union européenne a eu lieu hier après-midi dans le CDC de quartier 3 et 4 de la commune de Blaus. La représentante du ministère de la Femme et de la Famille a exprimé sa reconnaissance aux habitants des quartiers pour leur participation massive à cette cérémonie et a souligné l'importance de l'espacement des naissances pour la femme et le couple. À cette cérémonie, un sketch en affaire sur le planning familial a été présenté par un groupe d'artistes comprenant le groupe Al-Ghazali. L'objectif est d'organiser des séances de sensibilisation sur le plan national axées sur la planification familiale, la santé reproductive et les droits humains. Culture à présent, où l'émission phare de la radio-télévision de Djibouti, intitulée Jib Talent, se poursuit sans relâche. Hier soir, des candidats mixtes étaient en compétition pour la sélection de 2 voix exceptionnelles. Dans le cadre de la 16e de finale, cette télé-réalité captivante, suivie avec passion par le public de la capitale et des régions de l'intérieur et de la diaspora djiboutienne via la chaîne 4 et de nos réseaux sociaux. Eh bien, après une sélection ardue, les candidats représentant la capitale et des 5 régions de l'intérieur ont été départagés par le jury et les votes du public par SMS au numéro 34 920. L'huissier Abdou Malik et le président du jury, l'artiste Aïdoulos, ont supervisé cette sélection comme la coutume. Lors de cette 7e soirée de 16e de finale, 2 voix remarquables ont été choisies, à savoir Hasna Ali Balak de la région de Bok et Dejia Abdou Salam de la commune de Balbala, plus précisément de Tétrois. Ces résultats ont été annoncés en direct par l'huissier à la fin de la soirée animée par Mariboua Kamil et Rosa Dair. Découvrons ensemble l'ambiance et les moments forts de cette 7e soirée. وهنوني نفسك كراعسم الكحلو بقول كوكردا قوليونا تلنجدا هيدلي ام كنت هدا قوليونا تلنجدا هيدلي ام كنت هدا. On reste dans le domaine de la culture, mais cette fois-ci, c'est le théâtre des Salines de l'Agence nationale pour la promotion de la culture qui a joué un rôle significatif en organisant mercredi dernier un concert de solidarité pour la Palestine. Cette initiative audacieuse a réuni une constellation de jeunes talents comprenant des chanteurs, des danseurs, des humoristes qui ont généreusement mis en avant leurs compétences artistiques pour soutenir la cause palestinienne. Au-delà du divertissement, l'événement avait pour objectif humanitaire clair. Les recettes générées par cette soirée exceptionnelle seront entièrement reversées pour soutenir des initiatives en faveur de la Palestine. Cet acte de générosité et de solidarité témoigne de la puissance transformative de l'art capable d'inspirer le changement et de faire une réelle différence dans le monde. La soirée a débuté avec une énergie contagieuse. Les artistes se succèdent sur scène pour offrir des performances vibrantes et variées. Les chanteurs ont chanté le public avec des mélodies poignantes, transmettant un message de solidarité à travers leurs paroles, leur voix captivante. Les danseurs avec leur grâce et agilité. L'humour n'était pas en reste, car les humoristes ont porté des sourires et des éclats de rire au public, prouvant que l'art peut être un moyen puissant de sensibiliser.
Eh bien, les derniers développements des raids israéliens ont repris ce matin sur plusieurs zones de la bande de Gaza, tandis que les chars israéliens avançaient profondément dans le centre de la bande de Gaza après des jours de bombardements incessants qui ont forcé des dizaines de milliers de familles palestiniennes déjà déplacées à fuir dans un nouveau vague de déplacement de masse. Les médias palestiniens ont fait état de violents affrontements sur les axes du centre et le sud de la bande de Gaza. Ainsi, le bilan des victimes des attaques israéliennes contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre s'est alourdi à quelques 21 320 morts dans les rangs de la population civile, que 312 médecins avaient été tués, 104 ambulances détruites lors des attaques israéliennes, tandis que 23 hôpitaux et 142 centres de soins de santé ont été mis hors de service. Au Caire, le chef des services de communication de l'État d'Yarouchouan a confirmé hier dans un communiqué que l'Égypte avait présenté un projet de cadre destiné à rapprocher les points de vue de toutes les parties concernées dans le but de mettre fin à l'effusion de sang palestinienne, faire cesser l'agression contre la bande de Gaza et rétablir la paix et la sécurité dans la région. Direction la région d'Arta, où la préfecture de la région d'Arta poursuit sa campagne des implantations d'arbres au niveau du chef-lieu de la région d'Arta. C'est sous le patronage du préfet de la région, en l'occurrence M. Hassan Dabalé, que les travaux de plantation d'arbres ont été une réussite pour la région, vu le nombre d'arbres implantés plus tôt et la participation conjointe de toutes les parties prenantes. Cette campagne de plantation d'arbres a vu la participation du président du conseil régional d'Arta, M. El-Mibouh, des représentants de la société civile, des forces armées stationnées à Arta, ainsi que des hauts cadres de l'administration régionale. Dans le cadre de ces programmes, le ministère de la Culture met à disposition des plantes, des cages de protection et des tricycles lors de cette campagne de plantation d'arbres. Réjouis de la participation de toutes les parties prenantes lors de cette campagne de plantation d'arbres qui se poursuit toujours dans la région d'Arta. La dynamique de plantation des arbres. Aujourd'hui, nous plantons le reste de 500 arbres prévus. Donc encore le ministère de l'Agriculture nous a encore donné encore 1500 arbres que nous allons redistribuer au service déconcentré de l'État. Nous avons fini la plantation sur les artères. Comme vous le savez, l'arbre sert beaucoup surtout à faire de l'ombre, bien sûr, et pour une protection de l'environnement contre le changement climatique. Donc en ce moment où il y a le changement climatique, la République de Djibouti, sous l'initiative du président de la République, a opté pour la plantation des arbres. Donc cela, sous l'égide du Premier ministre, ces actions ont été lancées et nous continuons dans cette dynamique. Nous allons encore élargir ces actions vers les localités où on peut bien sûr trouver de l'eau, comme Damerjog, comme Ouéa. Et je pense que je remercie toutes les parties prenantes qui ont aujourd'hui participé. Direction le sud du pays, où l'ambassadeur du Japon à Djibouti, M. Hara Keishi, a entrepris une visite de travail dans la ville chef-lieu de Dikil. À son arrivée, M. Hara Keishi a été chaleureusement accueilli par le préfet de Dikil et le vice-président du conseil régional au sein du bureau de la préfecture. La séance de travail était le lieu de discussions approfondies et centrées sur les opportunités de coopération et les projets potentiels entre le Japon et la région de Dikil. Les parties prenantes ont exploré plusieurs domaines, ouvrant ainsi des perspectives prometteuses de partenariat bilatéral. Cependant, au-delà des aspects officiels, la visite a été marquée par des échanges de cadeaux significatifs, soulignant
des liens d'amitié et de respect mutuel entre le Japon et Dikil. Ces moments forts ont renforcé les tissus des relations diplomatiques et ont créé des souvenirs durables. Cette visite unique en son genre témoigne de l'engagement continu de M. Harakishi à renforcer les liens entre le Japon et Djibouti en explorant des horizons nouveaux et en favorisant une compréhension mutuelle plus profonde. Dans l'actualité internationale, je vous le disais dans le titre, la Zambie renforce la lutte contre le choléra. Les autorités zambiennes ont annoncé hier un renforcement de la campagne sanitaire de lutte contre le choléra, une maladie en expansion depuis octobre et qui a déjà fait succomber près d'une centaine de personnes dans cette année dans le pays d'Afrique australe. Le ministère de la Santé, la ministre Sylvia Masebo a appelé à des mesures d'hygiène plus drastiques au sein des foyers et son homologue chargé de l'eau, Mike Psour, a affirmé que du chlore serait plus largement distribué pour désinfecter les eaux contaminées dans les régions les plus touchées par le choléra en Zambie. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.